Well, thank you very much for being here. It's very impressive career for a Scottsdale kid. So this is like a roast. So Jackie is gonna do the masterclass now. It's gonna be even worse. You guys want to know the year I lost my virginity too? Non, d'abord c'est une question sur votre cinéphilie. Vous avez une carte blanche ici qui vous avait été offerte et vous avez choisi, outre les films dans lesquels vous jouez, 2 films français, Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat et S'en fout la mort de Claire Denis. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce choix, qu'est-ce que ces films évoquent pour vous, comment vous les avez découverts. Well, the festival asked me to pick a handful of American and French films, and they said they would pick 2 based on what was actually available. Under the Son of Satan I had chosen because if you were to see The Childhood of a Leader and that film back to back, you'd see that they have a strong resemblance in some ways. And it was a major influence for me in regards to making that movie. And then I chose S'en fout la mort because it was one of the sort of first contemporary international films that I was exposed to when I was pretty young. You know, there's certain albums and stuff that you pick up, and for whatever reason, they represent a big shift in the tides for you about what's possible and what's out there in terms of alternative forms of narrative and etc. So yeah, I chose those 2 films because I like them very much and they informed my identity quite a lot. Alors pour répondre, le festival m'a proposé de choisir une sélection de films français et américains en fonction, et eux-mêmes feraient la sélection en fonction de ce qui était disponible pour eux. J'ai choisi Sous le soleil de Satan parce que je pense que si vous le voyez, et vous voyez Childhood of a Leader, l'enfance d'un chef, donc très rapidement après, vous verrez immédiatement que certaines ressemblances existent entre les 2 films. Je pense que c'est vraiment un film qui m'a eu beaucoup d'influence sur moi, et par ailleurs que vous pourrez noter en voyant le film que j'ai réalisé. Quant à S'en fout la mort de Claire Denis, il s'agit de l'un des premiers films vraiment internationaux auxquels moi j'ai été exposée assez jeune et que j'ai vu relativement jeune. C'est un peu comme quand on découvre certains albums, certains artistes qui vraiment peuvent créer une vraie ouverture de possibilités dans ce que l'on peut nous-mêmes réaliser. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été vraiment une forme alternative de narration qui s'ouvrait en fait à la vision de ce film. Et je pense que ces 2 films ont participé vraiment de la formation de mon identité et ont joué un très grand rôle pour moi. Donc Claire Denis en fait est importante pour un jeune cinéphile d'Arizona qui veut découvrir le cinéphile. C'est quelqu'un qui est très important, j'ai l'impression, aux États-Unis pour les jeunes cinéphiles. Yeah, I mean, she was. You know, I grew up going to video stores and stuff, so you know, back when those still existed, and my mother, when I was a kid, my mother had lived in France for a long time, and she was showing me a lot of French movies growing up, primarily actually because she wanted me to pick up the language, which obviously I didn't do. And yet, you know, I think she wanted me to fall in love with the language and the culture, and in a way I did, but I fell in love with you know, the films themselves more. And I don't know, I think yeah, Claire was a little bit of a game changer for me because she was showing me some, you know, new forms of expression that were like defiantly modern. Like they weren't, you know, they didn't harken back to a bygone era of, you know, Ophuls and Jean Vigo, things like that. It was something else. And so it's funny because actually Pialat's film and Claire's film were not made that many years apart. I think they were probably made 5 or 6 years apart. However, one sort of
something sort of defiantly classical in a way, radical but classical, and then I think that, you know, Claire's film 5 or 6 years later represents a sort of passing of the baton into new, more evocative, progressive ways of telling stories. Alors oui, je pense que Claire Denis a été importante pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un qui a joué un grand rôle quand j'étais plus jeune et que en fait j'ai vraiment grandi au contact des vidéostores, des vidéoclubs, merci, des vidéoclubs, en tout cas quand ils existaient encore. Donc moi j'avais vraiment l'habitude de découvrir des films comme ça. Et en fait quand j'étais enfant, ma mère a vécu assez longtemps en France. Et du coup, elle a beaucoup tenu à me montrer des films. Je pense qu'elle avait très certainement envie que je tombe amoureux de la langue et que du coup, j'apprenne cette langue. Comme vous le voyez, c'est toujours pas le cas. Par contre, je suis vraiment tombée beaucoup plus amoureux de la langue et de la culture mêlée. Et en fait, ces films ont été beaucoup plus intéressants et beaucoup plus précieux pour moi encore. Et je pense que Claire a vraiment joué un grand rôle puisqu'elle a changé la donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, quand j'ai vu ces films, j'ai trouvé une modernité violente et radicale que je n'avais pas vue avant, même si j'avais pu voir des films qui étaient extrêmement importants, comme ceux de Jean Vigo ou Ophuls par ailleurs. Je pense que c'est vraiment des films comme celui de Claire Denis sont très très particuliers, notamment les deux films que j'ai choisis, donc le film de Piala et le film de Claire Denis, sont réalisés à très peu d'années d'écart. L'un d'eux, je pense que Claire Denis a dû réaliser son film 6 ans après celui de Piala, et pourtant, quand on voit celui de Piala, on a une forme extrêmement classique. Alors c'est très radical évidemment, mais dans sa forme et dans son propos, c'est quelque chose d'assez c'est définitivement inscrit dans sa lignée classique. Tandis que celui de Claire Denis, pour moi, c'est vraiment un passage de relais qui est beaucoup plus provocant et qui est définitivement beaucoup plus moderne. Comme Chantal tout à l'heure le montrait en faisant défiler votre carrière, vous avez commencé à jouer très tôt, en fait, très jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé, j'imagine, à aller à des castings et à quel moment vous avez compris que vous vouliez devenir acteur professionnel? À quel moment ça a basculé et vous avez dit, ok, ça va être ça, pour l'instant, mon métier? Well, I mean, basically, I was growing up in a very small town in Colorado, and my family knew that I was sort of interested in movies, or very interested in movies. And they saw that there was an audition for a film in a nearby town, a town that was a little bigger than mine. And so they took me and you know, just for fun, I guess. And I didn't get the job, but I got an agent. And I mean, what does a 7-year-old really do with an agent? But I had an agent suddenly, and then it took us. I mean, I had a single mother. I'm an only child, but it took us a few years to take it seriously, essentially. And so this agent would send me scripts and be like, you know, put yourself on tape for this or that. And then after a while, it seemed like it might be something really worth pursuing. So then I started really actively pursuing it when I was, I guess, about 12 or 13 years old. Alors moi j'ai grandi dans une petite ville dans le Colorado et ma famille savait très rapidement en fait que j'étais intéressée par le cinéma, voire même très intéressée par le cinéma. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient eu vent d'une audition qui avait lieu dans une petite ville pas très loin de la mienne. Et donc du coup ils m'y ont emmenée. Alors j'ai passé l'audition, mais je n'ai pas eu le rôle, par contre j'ai trouvé un agent. Vous vous demanderez peut-être à quoi sert un agent quand on a 7 ans, mais pour moi c'était déjà quelque chose de très intéressant. Et puis je viens d'une famille avec une mère célibataire, je suis le seul enfant, donc ça a été un peu lent à démarrer comme un vrai projet. Par contre j'avais cet agent qui m'envoyait des scénarios et qui me disait, bah là, enregistre-toi, fais une vidéo, renvoie-ci, postule à ci, à ça. Et du coup, de fil en aiguille, c'est vraiment comme ça que c'est devenu quelque chose d'une part importante de ma vie. Et je pense que c'est vraiment autour de l'âge de 12-13 ans que là, j'ai vraiment pris la chose sérieusement et j'ai commencé à aller beaucoup plus de l'avant. Et vous aviez des modèles à l'époque, des acteurs qui vous faisaient rêver? No, that's an interesting question. You know,
No, not really. I have people that I admired a lot, but my relationship to acting is, you know, kind of unique, I guess, because I was interested in being a part of making films in some way. You know, I didn't grow up doing any theater. I did do some television, some aforementioned television, and when I was a kid, to try and sort of break into things, you know. But my heart was really in movies. I mean, it's what I understood then, and what I still, you know, understand, I guess, or am sort of devoted to. And so, you know, for me, it was always about the projects. It wasn't about a role, and it wasn't about seeing myself in a certain way, or like presenting myself in a certain way. And I know a lot of actors that really enjoy, you know, taking on someone else's skin or something. But for me, it was something a lot more pragmatic than that. It was just kind of a necessary part of the process. You know, after a while, I got, you know, the hang of doing it, and I enjoyed doing it for and with people that, you know, I admired. Alors c'est une question intéressante, mais je ne pense pas que j'avais vraiment des rôles modèles en tête. En tout cas, ce que j'avais, c'était effectivement des gens que j'admirais beaucoup, et certaines personnes, je pense, dont j'admirais vraiment le travail. Par contre, ma relation au fait d'être acteur, au fait de jouer, est plus unique, je pense, plus spécifique. Moi, je n'ai pas du tout grandi en faisant du théâtre, en jouant, en apprenant à jouer. J'ai fait quelques rôles, ça et là, à la télévision pour essayer de percer, finalement, d'une manière ou d'une autre. Mais mon cœur appartient vraiment au cinéma, et c'est vraiment à lui que je me dévoue en premier. Et je pense que c'était jamais vraiment à propos des rôles. Je pense que c'était toujours une question de projet, et j'ai suivi des projets, et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui aiment particulièrement le fait d'incarner quelqu'un d'autre, de quelqu'un parfois très différent. Moi, je pense que c'est vraiment une question de suivre un projet dans lequel je trouve une résonance, suivre des gens qui m'inspirent, et suivre des projets dans lesquels je me reconnais. Alors, un projet dans lequel moi je vous ai non pas découvert parce que j'avais vu 13, mais sans particulièrement faire attention à vous, c'était plus un film de groupe. Et le film dans lequel vraiment je me suis dit waouh, là il y a un acteur à suivre, c'est Mysterious Skin de Greg Araki, qui est un film qui a eu quand même un certain retentissement, au moins critique en France, qui est un film magnifique, très mystérieux, très imagé aussi, qui parle de pédophilie mais de façon détournée. Je serais curieux de savoir quel souvenir vous gardez de ce film que vous avez fait quand même assez jeune. Yeah, I mean, that was an interesting experience because, you know, Greg, you know, up until that point in my life, you know, people were choosing me. I wasn't choosing them. I was trying to choose them, but they were really choosing me. And then that was a moment when I suddenly was able to, for a variety of reasons, make a choice to do something of my own. And Greg's script was floating around, and I'd actually read the book that it was based on, sort of by chance, because I grew up working at a bookstore, and it was like kind of, it was a bookstore that had like rare books and like a lot of like gay and lesbian literature, basically. It was like kind of a subversive bookstore in a small town. And so I discovered the book then, and it was kind of critically acclaimed at the time, and I read it, and I found it really haunting. And so when I found out Greg was trying to make it into a film, I pursued it, and then it was very simple. Greg hired me, and you know, and we went and made the movie, and I have really fond memories of making it. I mean, the subject matter was tough, but it was actually quite a fun movie to make. Alors en fait c'est une expérience assez intéressante parce que à peu près jusqu'à ce moment-là, je ne choisissais pas les rôles, on me choisissait. Donc c'est-à-dire que moi je n'avais pas vraiment la latitude de choisir mes collaborations, et là ça a vraiment été la première fois pour un certain nombre de raisons, j'ai pu vraiment faire le choix de savoir avec qui je voulais travailler.
Et en fait, c'était une histoire dont j'avais déjà eu vent, puisque j'avais lu le livre. Voilà, j'ai grandi notamment en travaillant dans une librairie. Ce genre de petite librairie à la fois subversive et dans une toute petite ville où il y avait des rayons un peu plus particuliers, des bouquins LGBT, et notamment ce livre-là, que j'ai lu, et qui m'a vraiment, vraiment beaucoup parlé, et qui m'a même un peu hantée. Et j'ai trouvé très beau, et quand j'ai appris que Greg essayait d'adapter le film, d'adapter le livre en film, je me suis évidemment intéressée au projet, je l'ai contacté, et c'est comme ça qu'ensuite Greg m'a recruté pour jouer ce rôle. Mais vraiment, c'est une expérience qui était à la fois très très enrichissante et surtout très amusante à réaliser en fait. Alors on va sauter vos années d'apprentissage sexuel, parce que je vois que ça vous gêne d'en parler, et aller directement à un rôle important pour vous, j'ai l'impression, qui là aussi vous a défini pour le public, et qui est Funny Games US de Michael Haneke, qui est un film quand même très particulier, puisque c'est le remake d'un film par son auteur, quelques années plus tard. Je me demandais sur un film comme ça, comment se passe le travail d'acteur, puisqu'il y a déjà un modèle qui existe. Est-ce qu'on a envie de s'en écarter complètement? Est-ce que vous avez vu beaucoup le film d'Haneke avant ou pas du tout, pour au contraire faire autre chose? Yeah, I think that you know a lot of other members of that cast were more concerned than I was at that point about sort of, you know, redefining their roles, and understandably, but I was just very happy to be working with Michael. You know, I'd met him many years before that at a screening, and I had actually exchanged email addresses with him, and he was kind enough to, you know, write me some emails every once in a while when I asked him some sort of a question, you know, as a young fan, basically. And so, you know, when I found out he was making Funny Games, I also actively pursued that. And it was a really smooth process. It actually just worked out very quickly, and then, you know, Michael and I really got along, and it was hard. It was hard for him to make that film. It was his first movie in America, and it's proven to be his last film in America. You know, he was trying to do something unique for the medium. I mean, his concept, and some people, you know, disagree. Some people feel that it's a very interesting concept, and some people don't like the concept at all. But his idea was, okay, if I, you know, direct the same opera in a different country, or different play in a different language, the choreography stays the same, the blocking stays the same, the direction stays the same. And I think he was also just curious about doing something that had never really been done. And so I was happy to do it. And I mean, the thing was just that I had a lot of faith in him, and so it was really no problem at all to do something that had been done before. You know, I probably, they could have hired me to, like, you know, sweep the floors when they were done at night. I would have been happy to do it. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres membres du casting qui étaient beaucoup plus inquiets que moi à l'idée de redéfinir leur rôle. Moi, j'étais vraiment ravie en fait de juste travailler pour Michael Haneke, que j'avais eu l'occasion de rencontrer quelques années auparavant à une projection. Il avait eu la gentillesse d'échanger quelques emails avec moi, son jeune fan en fait, qui lui demandait pas mal de conseils. Donc j'ai appris qu'en fait il était en train de monter ce projet, et du coup j'ai activement essayé de rentrer dans le projet et donc de me faire auditionner, et c'était finalement un processus assez facile, assez fluide, puisque on s'est très bien entendu, lui et moi. Et je sais que c'était son premier film aux États-Unis, donc c'était un processus particulier que de monter ce projet, et puis jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours son dernier film aux États-Unis. Mais c'était aussi l'histoire d'un concept très particulier, c'est-à-dire de se demander comment est-ce qu'on fait pour refaire ce projet-là ailleurs, et de se dire, bon, si je dirige un opéra dans une autre langue ou dans un autre pays, finalement la chorégraphie reste la même, les directions restent la même, et c'était un peu le même processus ici. C'est-à-dire, je pense que l'enjeu, c'était aussi de réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et pour ma part, je n'avais pas vraiment d'inquiétude, puisque j'étais très confiant, j'avais une grande confiance en lui de toute façon. Et puis de toute manière, encore une fois, j'étais juste tellement heureux de travailler pour lui qu'il n'y avait aucun problème. J'aurais pu juste essuyer, vraiment, juste laver les sols après qu'ils aient fini de tourner, que j'aurais été ravie de faire partie de cette expérience quand même.
Vous jouez souvent des personnages troubles, opaques, voire inquiétants, sous des dehors très sympathiques, très doux, très civilisés. Et typiquement dans Funny Games, c'est pour ça que je disais que c'est un film qui vous a défini, j'ai l'impression. Comment vous expliquez que dans beaucoup de films, les metteurs en scène vous demandent de jouer ce genre de personnage? Et ne me dis pas que c'est parce que vous êtes un psychopathe, parce que je n'y crois pas une seconde. You know, I don't know. I don't know. C'est dur. This is like It's a tough question. This is like the unmaster class. I don't know. I mean, I think that, you know, I think part of it is that I am interested in, you know, stories that deal with, like, you know, people that are living on the fringe, you know, like whether that's the underclass or characters or scenarios that are exploring people that usually we just don't want to deal with. And so I think that I'm a little, you know, I'm sort of drawn to stories about that. And then, but I mean, in regards to why people see me that way, I mean, I have no idea. You know, you find that after a while, you sort of develop a reputation, and I think I developed a reputation as being somebody who was willing to, you know, to do things, you know, like get naked or whatever. So, you know, I didn't really have like, you know, a lot of boundaries, and so most good directors, you know, they're interested in working with people that don't have a lot of boundaries, you know, psychologically, physically, etc. I mean, I'm definitely like that. I mean, I always try and make a point of working with cast members that are really going to go the distance with me, because I'm not really interested in what I can't do. So. What do you mean? And I'll pick up right from there. Alors je ne sais pas vraiment, et donc vous allez vous en être rendu compte, c'est un peu la non-masterclass, mais je crois qu'une partie de cela, en tout cas une partie de cet intérêt-là, vient du mien. C'est-à-dire que moi j'ai un intérêt pour les gens qui vivent en marge, qui sont un peu sur la brèche, des gens qui sont déclassés ou qui ont des personnalités avec lesquelles on a du mal à avoir envie d'interagir. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi les gens le voient en moi, par contre, ça je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'après un certain temps, on développe une réputation. Et je pense que j'ai développé une réputation de quelqu'un qui n'a pas peur de faire certaines choses. De toute façon, vous l'avez vu, j'ai pas peur de me mettre en danger, d'être à poil, de jouer, peu importe les rôles. Et c'est pareil, en fait, je pense que la plupart des bons réalisateurs ou des bonnes réalisatrices sont intéressés par des acteurs et des actrices qui ont peu de barrières, qui sont faciles avec lesquelles c'est facile de travailler, et qui ont peu de barrières psychologiques, physiques, etc. Et moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'aller au-delà de celle-ci, et j'ai besoin d'être avec des gens comme ça, et des gens avec lesquels je travaille, des gens qui font partie de mes projets sont pareils. Ils doivent pouvoir aller aussi loin que moi et aussi loin que je le voudrais. Yeah. So you were asking me about To be more precise about this very last aspect. About what I'm in, when I said that I'm not interested in what I can't do. Yeah, I mean, basically, my notion about like the medium, and probably all mediums really, is that they're a lot more boundless than we are presented with on a daily basis. I mean, or a weekly basis of whatever is coming out week after week. And so I think that I've always been interested in working with people who are interested in exploring those, you know, new horizons, and obviously, or I'm sorry, not wrong word. What's the word that I'm looking for? Yeah, occasionally, sorry, I haven't slept a lot.
occasionally. That means dealing with, you know, fairly dark subject matter that is not that easy to finance or not that easy to get people excited about. But it's important to keep telling those stories, you know, because it can't all just be Game of Thrones, you know. Cannot all be Game of Thrones. Maybe it can. Alors oui, ce que je disais en fin de première réponse du coup, c'est que je n'étais pas intéressée par les choses que je ne pouvais pas faire. Et en fait, pour vous répondre et pour développer un peu, je pense que ma perception des supports qui nous sont proposés, que ce soit le cinéma ou les autres, c'est que pour moi, ils ont beaucoup moins de limites que ce qu'on nous présente et que ce qu'on nous propose en fait semaine après semaine. Je pense que je suis aussi très attirée par les gens qui vont être comme moi, susceptibles d'explorer des nouveaux horizons, de préférence avec moi. Et occasionnellement aussi, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de, en poussant ces limites, d'avoir du coup l'occasion de travailler sur des sujets qui sont plus difficiles d'accès, plus sombres. Forcément, c'est aussi des sujets dont les gens vont peut-être pas être aussi enthousiastes ou vont peut-être moins être promptes à financer ces projets-là. Mais je pense que c'est vraiment là qu'il y a un enjeu et que là, moi, je trouve de l'intérêt en tout cas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur votre tranquillité sur le tournage de Funny Games, j'ai l'impression que vous n'êtes pas un acteur de composition. Yeah. Mais plus un acteur de présence que les auteurs prennent pour ce qu'il est. Donc vous confirmez que c'est votre vision de l'actorat, on vous prend tel que vous êtes. Vous êtes un acteur français en fait. Yeah, no, that's a very that's a good question. You know, it's for me, it's sort of like whatever works. Like, I've encountered actors that have a very actor studio kind of method approach, and it works for them, you know. It just doesn't for me. It didn't work for me. I didn't need to know who my parents were, like my fictional parents, and like what fictional town I was born in, or I mean, it's just at the end of the day, I find those things are generally somewhat irrelevant. I think that it's more of a musical thing. You know, you have text, and you have to figure out how to deliver that text as convincingly as possible, and that is hard to do, especially if there's parameters like accents plus choreography plus, you know, all of these other factors. So it's more of like a skill than a craft or something. It's like, you know, people can work at it and obsess for, you know, decades, and they may not get very far. I mean, it's more about being in tune with what the project needs or demands, and then being very honest with yourself about whether or not you can actually provide the material with what it needs. So I think it's important to know what to do, but I also think it's more important to know what not to do. Like I always I always kind of knew where I fit in, and I never really tried to pursue things, or not that, or at least not that often. I didn't try to pursue things that weren't appropriate for my sensibility. And so, you know, knowing your limitations, but you know, still trying to push your boundaries, you know, within reason is, I think, the main objective.
Alors du coup, moi je pense que ma méthode c'est pas du tout, enfin c'est plutôt genre peu importe ce qui marche tant que ça marche. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui sont très méthodiques, qui travaillent avec l'acteur studio, qui ont ce genre de méthode de jeu. Donc pour moi ça marche pas en fait, ça m'intéresse pas de savoir qui étaient mes parents fictionnels, dans quelle ville fictionnelle mon personnage est-il né, quels sont mes antécédents fictionnels. Pour moi c'est pas pertinent du tout, en fait ça m'aide pas à composer un rôle. Je pense plutôt en termes musical et du coup c'est plutôt quelque chose de l'ordre de comment est-ce que je peux transmettre ce texte et l'intérêt et le contenu de ce qui est dit de manière convaincante. Et les difficultés qui s'ajoutent sont celles des paramètres. Dans quel contexte, avec quel accent, avec quelle chorégraphie, qu'est-ce qui est attendu de moi au moment de dire ces textes-là. Et pour moi c'est plus de l'ordre de la capacité que de l'artisanat ou de la formation et de la constitution d'une méthode. Et je pense que c'est vraiment aussi une question de synchronisation et de synchronicité avec le projet. Pour moi, il faut que je sois sur la même fréquence que les projets auxquels je participe. Et je pense que c'est aussi une question d'honnêteté avec soi-même. Qu'est-ce qu'on est capable de donner? Qu'est-ce qu'on sait que le projet a besoin de recevoir? Quelle est la matière première à partir de laquelle on peut travailler? Et je pense que c'est aussi parce que je savais là où j'appartenais et là où j'avais quelque chose à apporter que je savais vers quel projet me tourner. Et je pense qu'en connaissant mes limites et en n'allant pas à la chasse à des rôles dans lesquels je ne me reconnais pas, que du coup, ou qui n'est pas approprié par rapport à ma sensibilité, ce qui m'intéresse, que du coup je vais vers là où je trouve ce qui m'intéresse, en connaissant mes limites, tout en repoussant celles-ci par ailleurs. J'ai l'impression que vos limites, vous les avez repoussées dans 24 heures chrono. Qui est votre rôle sans doute le plus commercial, c'est-à-dire que là vraiment une série américaine c'est l'inverse d'un film d'auteur européen. En même temps moi je dois dire que j'adore absolument cette série et en particulier cette saison de cette série, donc c'était un super choix en même temps, mais c'est votre rôle quand même le plus loin de tous les autres. Est-ce que vous avez eu l'impression de repousser vos limites sur cette série, de faire quelque chose d'autre que vous n'aviez pas fait avant ni après? I did it for the money. I was having a rough year. Yet, still excellent. Yeah, that's good. Yeah, no, that's good. I'm not, I haven't seen them, actually. You haven't seen the whole series? No, I've seen I saw some of the series before I did it. And it was a really it was a lovely group of people, but it's an action soap opera, and it was what it was. I mean, Est-ce qu'il y a des fans de 24 heures chrono dans la salle ou est-ce que je suis le seul? It's not it's not my area, and so no, I enjoy doing it, and sometimes it's good to just go and work. I mean, I worked for a long time. I worked for, many months. But, with television, it's like there's a formula that gets set up in the first 3 or 4 or 6 episodes, and then you spend the rest of like the next 7 years of your life, if you're like contracted to the show, serving that formula. And one of my problems with serial television is that there's this kind of obligation for there to be like a hook or a twist at the end of like every commercial break. So it's like, I find it to be like the most basic kind of like, it's very difficult. It's very, very difficult to do. However, it's not really where I think we should like be headed. And so. But I'm kind of strange in that way. I know I'm really in the minority there, there's the thing about 24 or a lot of other television shows that lasted for a long time is they're super talented people that are there making them, but it's always in service of a product. And I don't find that to be necessarily the most satisfying or pure expression of, my talent or interest. But for other people, it's perfect. And, you can
put your kids through college as well. So that's good too. Sans surprise, du coup, je vous traduis juste. Oui, je l'ai fait pour l'argent. Et oui, c'était une année difficile. Et non, je ne les ai pas tous vus. Je n'ai pas regardé ces épisodes. J'ai vu un peu la série avant. Alors voilà, les gens qui y participent sont des gens adorables et je me suis vraiment amusée d'une certaine manière. Mais c'est un soap opéra sous forme d'action, quoi. Et c'est pas mon domaine, c'est pas là où moi je me serais amusée le plus. En même temps, parfois c'est juste agréable d'aller travailler. J'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé plusieurs mois là-dessus, et juste de savoir où on va. Mais après, ce que moi je trouve être la limite des séries télé, c'est qu'en fait, en général, il y a une formule qui est mise en place au bout de 3, 4 ou 6 épisodes, et qu'à partir de là, par exemple, si on est sous contrat pendant 7 ans, et bien pendant 7 ans, il faut absolument servir la même formule dans tous les épisodes, dans toute la saison, toutes les séries. Et en fait, ces obligations aussi narratives, donc tout le truc des twists ou des cliffhangers ou des moments où on se met comme ça, juste on vous laisse en haleine au moment des pauses de publicité, moi ça me parle pas du tout. Je trouve qu'en plus c'est difficile à faire. Mais bon, je sais que je suis minoritaire à avoir cette opinion-là, je suis assez étrange dans mon cas. Mais je pense que le truc à retenir, c'est qu'il y a quand même des gens extrêmement talentueux qui travaillent sur ce genre de série et qui travaillent sur ce type de projet. Et pour moi, en tout cas, ce n'est pas la manière la plus satisfaisante et la plus pure d'exprimer mon intérêt et ma sensibilité. Mais après, c'est vraiment une question d'intérêt. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça vous permet de pouvoir payer l'université pour vos enfants. Effectivement, c'est un choix minoritaire et j'ai l'impression que votre carrière n'est pas du tout définie par les mêmes préoccupations que la plupart des acteurs de votre génération qui sont obsédés par leur carrière. C'est-à-dire qu'il faut à un moment jouer dans un film d'un acteur branché, puis dans un film de super-héros, puis dans un prestige movie pour les Oscars. Vous, pas du tout. Après cette expérience dans 24 heures chrono, j'ai l'impression que vous êtes tout de suite tourné vers le cinéma d'auteur assez radical. Et est-ce que c'est à cette époque que vous avez rencontré la bande de Borderline Film? No, actually, I met Antonio and Sean and Josh from Borderline several years later. I had at that point I just made Funny Games with Michael, and I don't know, maybe we met a year or two after that. And no, you know, it wasn't like a defining moment in my life. Like, it wasn't like, oh, that 6 months that I worked on a TV show kind of changed everything. Like, it was fine, and it was necessary for me, and it was like totally agreeable. I just mean to say that in terms of like my body of work, it's not like a significant. It's not a significant moment for me personally in terms of what I'm interested in. And you know, I think that there's a way to be sort of frank without being totally disrespectful. But I don't think I'm in danger of anyone ever working with me again because of the fact that I said I worked on a TV show for the money. So does everybody else. You know, it's because otherwise you would be going and making passion projects for $0 if money was no object. And the other thing is I'm not really acting that much anymore, so like I don't have to really worry about anyone not hiring me. so it's all good. I can be my own boss for a while. Alors non, en fait, pour vous répondre, j'ai rencontré Antonio, Sean et Josh de Borderlines un peu plus tard. Je les ai rencontrés, je pense, 1 ou 2 ans après avoir tourné Funny Games avec Michael Haneke. Et puis non, pour revenir sur cette série, ces 6 mois passés à jouer dans une série, ça n'a pas changé ma vie, c'est pas constitutif ou significatif dans ma filmographie. Je pense que c'est assez loin de ce que moi j'aime faire et on peut être franc sans être irrespectueux. Je pense que de toute façon, les gens ne vont pas s'arrêter de travailler avec moi ou décider de ne plus jamais m'engager parce que j'ai dit que j'ai tourné dans une série pour de l'argent. Je pense que tout le monde le fait de toute manière. Et autrement, sinon, on fait que tourner vraiment des projets pleins de passion, mais avec pas d'argent du tout, ce qui n'est pas jouable non plus. Et puis, encore une fois, je ne suis pas très inquiète parce que de toute manière, je ne joue pas vraiment encore. Enfin, j'ai un peu arrêté de jouer, donc je ne suis plus tellement acteur et je peux être mon propre boss maintenant. J'aimerais revenir un peu sur juste votre relation avec
les gens de Borderline Film, donc Antonio, Sean. Comment vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous de travailler avec eux? Parce que c'est une grosse partie quand même là, de votre carrière récente. I met everyone from Borderline when I was probably 6 or 7 years ago. Tony's here. So about 6 or 7 years ago. Yeah, okay, so 6 years ago. And we, it was a redefining moment. It was I mean, we were all sort of at like very important crossroads in our lives. We were young, we were American, we were interested in making a different kind of, American film, and making movies that didn't necessarily subscribe to like a lot of the current fashions of American independent filmmaking, and so it was a very moving and important relationship in all of our lives, and we're still very, very close, and we've all grown up, gotten married, made babies, and we but even though we haven't been working together recently, we're always communicating and always present for one another's projects and really seeing them through to the finish line as much as we can, be supportive. And it's amazing to have like-minded sensibility that's your neighbor or whatever in your city. And so yeah, I mean, those are some of the funnest movies I've ever made, and because we were all so close, and this sort of form of the ambition of all of the projects that we did, they were very pure in a way, and so that was that was a big shift in my life, for sure. Alors moi j'ai rencontré tout le monde il y a à peu près 6 ans, donc autour de 2010, comme le confirme Antonio dans la salle, et en fait ça a été vraiment un moment par contre qui a été qui a redéfini beaucoup de choses pour nous. Je pense qu'on était vraiment à une intersection dans nos vies où on était tous jeunes, américains et passionnés, et on avait tous très envie de faire un type de film très différent, et des films qui finalement correspondaient pas vraiment aux tendances du moment, à ce que vous voyez autour à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les aventures, mais après on est resté très proches, même si on ne produit pas forcément autant de choses qu'avant. On a grandi, on a vieilli, on s'est tous mariés, on a tous fait des enfants, mais on est toujours en communication, on est toujours en lien les uns avec les autres, et on essaie toujours de se soutenir et d'être là un peu sur les dernières lignes droites de chacun. Je pense que c'était vraiment précieux d'avoir des gens avec lesquels, des personnes, des sensibilités qui soient proches des nôtres et qui soient nos voisins, c'est-à-dire qu'on travaille dans les mêmes villes ensemble, et ça fait partie des films les plus amusants que j'ai faits. Je pense aussi parce qu'on s'entend aussi bien, et que d'une certaine manière mon ambition dans ce cadre était très pure et a vraiment changé la donne. Je pense que ça a été vraiment un très grand changement et un important moment pour moi en tout cas. C'est drôle parce que vous en parlez comme d'un âge d'or lointain, au passé, alors que c'était il y a 5 ans. Comme s'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé pour vous depuis cette époque. I mean, I had a kid. Like, that was like the biggest thing. I also was, after we made those movies, I left New York for several years to make my own film, and so much happened in the last few years. So it was a little bit of a golden age, because it was a little bit, it's the last time I remember feeling young and not having like a lot of responsibilities, and so that's interesting. It's an interesting point as an artist, or whatever you want to call it. When you have absolute freedom, you don't have mouths to feed, and then it becomes a little bit more of a negotiation after that. Then you have to start figuring out, okay, how do you
remain uncompromising, but you know, make sure that you don't compromise your family or something in the process. And so, you know, I think that the few years that followed that were really tough years for me, you know, all's well that ends well. But it was pretty tricky. So yeah, I think that's why I talk about it as a moment in time. But none of us are dead or anything. It's all good. Le gros changement, c'est qu'en fait, je suis devenue parent parce que j'ai eu un enfant, et ça change vraiment la donne. Alors oui, enfin aussi, on a fait tous ces films, et puis après, moi, genre, une fois que j'ai eu cet enfant-là, ben, j'ai quitté New York. En fait, je suis partie pour plusieurs années. J'ai essayé de faire mon propre film, et énormément de choses sont arrivées à ce moment-là. Et oui, peut-être que j'en parle comme un âge d'or parce que j'ai l'impression que c'est le dernier souvenir que j'ai d'être jeune et d'avoir beaucoup moins de responsabilités, d'avoir beaucoup moins d'engagement. En fait, c'était beaucoup plus évident en termes de liberté artistique à ce moment-là. J'avais pas des bouches à nourrir, et puis j'avais pas une famille avec laquelle, du coup, la négociation se fait aussi aujourd'hui beaucoup plus. Et c'est très difficile d'être à la fois sans compromis par rapport à sa qualité créative et en même temps de pas vouloir compromettre le confort et la stabilité de sa famille. Mais tout va bien, tout le monde va bien, personne n'est mort, mais c'est vrai que c'est un souvenir assez spécifique et énormément de choses sont passées entre-temps et ça a été assez difficile aussi. Avant de parler de votre propre film, il y a un film justement de cette époque, de cette bande dont j'aimerais parler parce qu'il est programmé dans votre carte blanche et je l'aime beaucoup, c'est Simon Killer, et donc je suis très heureux que Antonio Campos soit dans la salle. C'est un film qui n'est pas sorti en France et j'ai du mal à me l'expliquer. En plus, il se passe à Paris avec des acteurs français et notamment Mati Diop qui je crois sera là aussi pour présenter le film, et vraiment je vous encourage tous à aller voir ce film, dans lequel vous jouez encore une fois un de ces personnages très opaques, très inquiétants, derrière sa bonhomie apparente. Et j'aimerais savoir comment ce projet est né. Donc vous en êtes co-scénariste, je crois. Comment vous vous êtes retrouvé à Paris en 2012 à faire un film américain? Yeah, you know, Antonio and I became very close through the process of working on a couple of other, you know, movies in different capacities, films that Antonio had produced and short films and things that we were working on. While we were shooting Martha, Marcy, May, Marlene, we were sort of, you know, conceiving Simon and trying to figure out a way to do something that was really, really like liberated, which was to say that there was not exactly there was a script and there was dialogue, but it was kind of all in pieces. Like it was a combination of sort of improv rehearsals that would then be transcribed, and we'd sort of figure it out as we went along. And Antonio and I were very much on the same page about, you know, the approach and, like, I mean, on the formal side of things and the choreography and all of those things. And so it was a very, like, a very healthy, you know, kind of collaborative process that kind of needed to be, because we needed to be really in sync in order to make a film in such an unconventional way with such little money. And, you know, no film, we made the film with no film lights, and we were running around the city with an Alexa, which was brand new at the time, and I'd spent time in France and fallen in love with certain actors. There's a reunion. There's a Simon Killer reunion happening in the audience, and we, yeah. I mean, I guess we were trying to figure out how do we make a film in this way that like mumblecore movies are made, and have it not be a mumblecore movie. You know, like how do we kind of take that very modern approach of, you know, figuring it out as we go along, but make sure that the result is tight and smart and well orchestrated.
and so yeah, it was a really difficult, very fun movie to make. It was like a hard time in our personal lives, but a great time in our creative lives, and so yeah, that was part of the golden age as well. Alors, on s'était rapproché avec Antonio à travers d'autres projets sur lesquels on a collaboré ensemble et sur lesquels on a été à différents autres rôles. Je pense que c'est vraiment pendant le tournage de Martha, Marcy May Marlene que là, on a commencé à concevoir ce projet, à vraiment imaginer cette histoire. Et c'était un acte très libérateur, en fait. Il y avait une volonté créatrice très libérée. Il y avait bien sûr, il y avait un scénario, il y avait des dialogues, mais c'était des bribes, et puis on travaillait de manière assez non conventionnelle. On improvisait, et puis en fait, on travaillait à partir des improvisations qu'on retranscrivait, qu'on du coup on intégrait au script. Donc il y avait aussi un aller-retour avec l'équipe. Et bien sûr, avec Antonio, on était tous les deux très synchrones, et je pense qu'on était sur la même longueur d'onde, que ce soit pour les chorégraphies, pour le type d'appréhension créative du projet, et aussi, bien sûr, parce que faire un film dans ces conditions-là, avec si peu de moyens, avec si peu de avec si peu de matière et si peu de matériel, c'était aussi très particulier. On n'avait même pas de lumière, on n'avait pas particulièrement de matériel, on avait juste une caméra qu'on venait d'avoir à l'époque, qui était toute neuve à ce moment-là. Et puis, comme vous le voyez peut-être, il y a une petite réunion des anciens camarades de Simon Killer qui est en train de se faire dans la salle. Mais l'enjeu, en fait, vraiment de ce film, c'était, on vient du mumblecore, on a l'idée, enfin, on sait comment se font des films mumblecore, mais on veut que ce soit un film qui ne ressemble pas à un film mumblecore. C'est à la fois une méthode, une technique au moment du tournage, qui, en même temps, ne devait pas donner le même résultat. Parce qu'on voulait quelque chose de très ajusté, de très clean, d'une certaine manière, de très orchestré, très décrit. Mais en même temps en travaillant à partir d'improvisation, à partir de scènes complètement mises ensemble de bout à bout. Et c'était très difficile à la fois sur le plan créatif et en même temps sur le plan personnel. On n'était pas au meilleur moment de nos vies. Mais je pense que ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Et c'est pour ça que je le mets aussi, bien sûr, dans cet âge d'or. Et plus récemment, on vous a vu dans 3 films d'auteurs français, chez Olivier Assayas, chez Me Hansen Love, chez Bertrand Bonello, qui sont des auteurs de cinéastes très différents, mais qui ont la particularité de rechercher quelque chose de particulier chez les acteurs, auquel je pense que vous correspondez très bien. Et c'est un peu ce que je sous-entendais tout à l'heure quand je disais que vous étiez un acteur français au fond, et pas un acteur de composition. Je pense que c'est ça qui leur a plu chez vous. Et j'aurais voulu savoir comment vous les avez rencontrés, comment ça s'est fait, votre participation dans des petits rôles, mais quand même dans ces 3 beaux films. Oh yeah, I mean it just happened slowly and organically. I mean, just at, you know, you meet people at festivals like this, or just through friends in the filmmaking community, or I was living in Paris off and on for a long time, so I then sort of naturally came in contact with a lot of the French filmmakers that I think are, you know, the most relevant and interesting right now. It was a period when I was working on my own project, and so it was perfect for me to go off and work on a project on someone else's movie for a week or 2 weeks, and then be done, because I always had to rush back and deal with some problem or another from my own film. Yeah, I mean, I think naturally I've worked with a lot of European filmmakers, and so I definitely have a European sensibility in a way, or at least that's part of my sensibility. You know, the world's big, so, you know, if I spoke Chinese, I'd try to work with Xie Zhangke, you know, too. It's just sort of, it doesn't seem to be in the cards for me, Chinese. Oui, alors du coup, ce qui est arrivé tout simplement, c'est que c'est arrivé de manière très organique, très intuitive. On rencontre des gens comme sur les festivals, comme ceci par exemple, celui-ci.
Et puis moi, j'ai aussi vécu à Paris pendant assez longtemps, par intermittence, mais j'étais beaucoup là, et du coup, j'ai rencontré un certain nombre de réalisateurs, de réalisatrices, de gens du milieu du cinéma, qui pour moi étaient vraiment parmi les personnes les plus intéressantes actuellement dans le paysage français. Et puis je travaillais sur mon propre projet, je travaillais sur mon propre film, donc c'était très arrangeant pour moi de participer de manière assez épisodique, une semaine, 2 semaines peut-être sur les projets d'autres personnes, et puis de pouvoir revenir, puisque de toute manière on allait toujours m'appeler parce qu'il y avait un autre problème sur mon film, mais voilà, d'avoir l'occasion de faire des allers-retours entre les univers de certaines personnes, et puis retourner à mon projet. Et puis de toute manière, je travaillais avec pas mal de réalisateurs européens. Je pense que si ce n'est pas une partie moi-même de ma sensibilité, ça l'a aussi nourri. Et je pense que le monde est grand et qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et si je parlais chinois, j'essaierais de tourner avec d'autres réalisateurs. Donc. Et ce n'est apparemment pas au menu pour moi, puisque le chinois, ce n'est toujours pas mon truc. Mais voilà, j'aime bien aller au-devant des projets dans lesquels je peux m'exprimer. C'est intéressant que vous ayez tourné avec ces 3 réalisateurs au moment où vous-même vous étiez en train de préparer un film, votre premier film comme metteur en scène, et je me demandais si vous avez appris des trucs de mise en scène. Et la question qui suit, c'est comment vous vous êtes retrouvé simplement à adapter une nouvelle de Sartre pour faire donc Childhood of a Leader. Comment vous vous êtes retrouvé à faire ce film? C'est un choix étonnant. J'ai 2 questions. Sure. 2 questions. So the first question's about. Did you learn tricks from the? Did I learn tricks from the old masters, the new masters, the young masters? Yeah, I'm sure I did. I mean, I never sat down with a notepad and asked somebody for some advice. But it was comforting for me to see people that I admired a lot struggling with the same things that I was struggling with, and made me feel like, okay, well, if they're struggling and they're getting it done, then maybe I can get it done also. I think that was the most important thing. And then I think the other thing I took away from it is that there's not one way to bake a cake. I mean, all of those filmmakers make movies in very, very different ways. And so I felt comfortable to make mine in my way. Alors oui, bien sûr que j'ai probablement retiré des conseils ou appris des choses au fil de ces tournages, mais je me suis jamais assis avec un carnet à demander des informations, à demander des conseils ou à demander vraiment des recommandations. Par contre, je pense que voir les gens qu'on admire rencontrer des difficultés sur des projets alors même qu'on y prend part, c'était très enrichissant pour moi parce que à la fois les voir se confronter à ces difficultés-là et les voir les résoudre, ça m'a aussi donné la capacité et la confiance que moi aussi j'allais peut-être les rencontrer et savoir les résoudre. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, que ce soit de faire un gâteau, ou en tout cas, il y avait une seule manière de réaliser une recette, il y a différentes manières de faire des films, il y a différentes manières d'appréhender ça, et évidemment que je pense que ça m'a nourri, et comme j'ai trouvé ma propre manière de réaliser mon film. Et puis la seconde question, c'était comment, parmi tous les choix possibles, vous avez pris ce roman Yeah, so it's actually it's sort of an interesting thing. So I mean, 10 years ago, I read a book by Margaret Macmillan, who was a relative of Churchill, actually, and lectures at one of the big universities in Canada. She wrote a book about Paris 1919 and the 7 months leading up to the signing of the Treaty of Versailles. And I found the book really, really haunting, and I wanted to make a movie about the time and place and theme. But I was a little bit nervous because, there had been like a lot of PBS documentaries and stuff where people reenacted Clemenceau and Wilson and stuff, and it was quite absurd. And so I was scared of making a film that would be just sort of very didactic and not very poetic. And so I had the idea of telling a story about a boy who is sort of
the physical manifestation of the flaws of this document or documents, many documents. Like a boy who is sort of possessed by the notions of the era, and about how the era shapes this young man, like in some sort of metaphysical way. And then after that, I had discovered an article that was entitled "The Childhood of a Leader," that at that point I did not know was named after Sartre's short story. And so then the title was really explicit and striking, and then so basically I was thinking about taking this on as a title, and then realized that there was Sartre's short story. So then I picked up Sartre's short story and I read it, and then at that point decided to fold in a few elements from that story into the script. But then there were references to Robert Musil and the confusions of young Torless and all these things, and basically the script became this sort of amalgamation of many different works throughout the 20th century that addressed the theme of, or themes of, tyranny in the 20th century, and so I thought in the end that it would be smart to keep the title "The Childhood of a Leader" to sort of couch the film or contextualize the film in this sort of very existentialist, very Sartre sort of way, which is the way I wanted the movie to be received. And so that's a long summary of a very complex process that that took 10 years to sort of develop. J'essaye. Il y a 10 ans, à peu près, j'ai entendu parler de Margaret Macmillan, qui donne par ailleurs des cours dans beaucoup d'universités au Canada et qui a écrit un ouvrage sur l'époque très particulière, les 7 mois qui ont précédé la signature du traité de Versailles à Paris, qui est une époque très spécifique et dans laquelle elle a vraiment capturé l'atmosphère de ce moment-là dans l'histoire. Et moi, ça a été une lecture qui m'a beaucoup suivie, dont je me suis beaucoup imprégnée, et puis je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de documentaires qui avaient été faits sur cette époque-là, des documentaires à PBS, et en fait, voir des gens rejouer les rôles de Clemenceau ou d'autres personnalités politiques, moi ça m'a semblé assez absurde, et tout en voulant faire quelque chose de spécifiquement lié à cette époque, j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit trop didactique, et je voulais pas quelque chose qui perde de sa poésie. Du coup, j'ai commencé à essayer d'imaginer un personnage qui serait un jeune garçon, un garçon qui serait à la fois formé et possédé par toutes les notions qui étaient si spécifiquement singulières et importantes à ce moment-là dans l'histoire. Donc c'était vraiment l'idée de constituer un personnage un peu métaphysique, comme ça, qui avait en lui différents principes existentiels, si on veut. Et puis en fait, un peu après ça, j'ai lu un article qui s'appelait The Childhood of a Leader. Je me suis dit que je ne savais pas que c'était le titre d'une nouvelle de Sartre. Je trouvais que le titre était très parlant et très éloquent, et j'ai voulu garder ce titre pour mon livre. Du coup, après, je me suis rendu compte que c'était le titre d'une nouvelle, donc j'ai lu la nouvelle. Et puis en lisant la nouvelle de Sartre, je me suis beaucoup plus inspirée de ce que lui a injecté dans son texte, que j'ai moi-même, du coup, amalgamé à travers mon processus personnel et avec plusieurs autres œuvres du XXe siècle, qui parle en fait des différentes thématiques autour de la tyrannie, de la dictature. Donc c'était un titre qui, pour moi, c'était intelligent de garder ce titre. Je trouve que c'était très parlant par rapport à ce que j'essayais de faire, même si c'était à la fois un rappel de la racine existentialiste de la réflexion, et en même temps qui permettait aussi de contextualiser l'histoire. Donc, d'une certaine manière, j'essaye de vous résumer quelque chose de manière très longue, quelque chose qui a duré très longtemps, puisque ça a pris 10 ans, mais c'est à peu près l'idée. Ce sera ma dernière question, parce que je crois qu'on est déjà un peu en retard. Mais c'est plus une remarque d'ailleurs, mais j'ai eu l'impression en voyant le film que cet enfant, il vous ressemblait beaucoup. En tout cas, l'image que je me fais de vous à travers vos rôles, c'est comme si c'était un petit Brady Corbet, qui par ailleurs a aussi une relation très forte avec sa mère, qui est jouée par Bérénice Bejo. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de très personnel dans ce film.
Est-ce que je me trompe? You know, it was personal. It was personal. I mean, the most personal part of the process was that when making my first feature film, that I would work with a child actor. You know, it's where I started, and so it was quite interesting to discover someone, and Tom was quite a discovery. He'd never acted before. He had no interest in acting. A casting assistant spotted him playing soccer in a playground, thought he was the little girl, and realized that it was in fact a boy. And I was looking for a little girl looking for a little boy that looked like a little girl, and so that was sort of how it happened. And then, you know, it's amazing because now this little boy is starring in 2 new films, you know, and it's like his whole life has changed. So and he's got amazing parents, so he's not going to turn into anything nasty. It's actually really incredible because I think that, you know, whether he continues to act for the rest of his life or not is unimportant. I think it's just going to set him off on a very exciting path, and I think he's clever enough to know what to do with it. Alors oui, c'est effectivement très personnel. Ce film, réaliser son propre film, mon premier film, ça a été de toute façon une expérience très intime. Et je pense que la particularité, ça a été de se retrouver devant un jeune enfant acteur, comme moi-même j'ai commencé en tant qu'enfant acteur. Et Tom, l'acteur, a donc été une découverte, et pas n'importe laquelle, puisque ça a été quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'avait jamais joué avant, qui n'avait aucun intérêt pour le cinéma, et qui en fait a été repéré par des agents de casting quand il jouait au foot sur un terrain public, en pensant que c'était une fille, se rendant compte que c'était un garçon. Il se trouve que je cherchais un garçon qui ressemblait à une fille, du coup ça correspondait à peu près à ça. Et puis en fait maintenant je le vois, il va apparaître dans 2 autres films. Et évidemment qu'il y a tout un décollage pour lui qui est très spécifique et en même temps hyper excitant. Il a des parents formidables et je sais, je m'inquiète pas que cette expérience très jeune ne le change en quelqu'un de moins agréable ou de plus mauvais, plus mesquin. Je sais qu'il est bien entouré, mais en fait ce que je trouve le plus intéressant, c'est que finalement, qu'il continue ou pas à être acteur, voilà, son apport pour moi a été hyper important et c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant. Merci beaucoup. Merci Brady. Thank you. Merci Lily pour la traduction. Yeah, thank you. Il y a des questions dans le public? Peut-être, maybe there is 1 or 2 questions in the audience. Sure. There's I'm one gonna here. stand, just because I already stood. Stay here. Sure. Je suis. Okay. As someone who's worked in both TV and movies, I was wondering what's your stand on the whole TV is the new indie filmmaking and we are in the golden age of TV debate, and would you go back to TV as a director? I mean, like I said, I have a kid, so maybe. Like creatively, am I interested in the golden age of television? No, I'm not really. I mean, listen, there are restrictions within that medium that, for me, are a little bit of a deal breaker, because, you know, there are amazing examples. I mean, people can talk about, you know, Berlin Alexanderplatz, and they can talk about, yeah, exactly, or you know, Fanny and Alexander, but we're talking about a very different time, and so, you know, maybe something really amazing is going to happen. I haven't really seen it yet, just because I think that the obligations they're different than with making an hour-and-a-half or 2-hour or even 3-hour movie. But for some people, I think they feel it gives them a lot of freedom because they want to tell long stories
that are complex and dense, and I think that's totally valuable. You know, I'm just waiting for the masterpiece. Et rapidement, la question portait sur la télévision et sur le fait d'avoir soi-même, dans le cas de Brevet Corbett, d'avoir joué à la télévision et pour le cinéma. Est-ce que actuellement on rencontre ce qu'on appelle le nouvel âge d'or de la télévision, le nouvel âge d'or des séries? Est-ce que le fait que ça change un peu de climat et de contexte créatif, est-ce que c'est pour vous encourageant? Est-ce que vous y retourneriez? Donc la réponse était non, a priori. Encore une fois, ceci dit, maintenant j'ai un enfant, donc pourquoi pas. Très rapidement, en fait, c'est que, à mon sens, il y a beaucoup de limites à ce médium, il y a beaucoup de limites à la créativité, et pour moi, ça reste quelque chose qui va pas vraiment m'encourager ou pas vraiment m'enthousiasmer. Après, bien sûr, il y a des projets qui ont été extrêmement spectaculaires. Bernard Alexander Paz, pardon, Finding Alexander, donc là, ce que tu disais, La Maison des Bois. Et évidemment, c'était une autre époque, et je pense, ceci dit, que il y a probablement des choses merveilleuses et géniales qui vont se produire, qui vont arriver. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas l'endroit dans lequel je me trouve actuellement, je me retrouve le mieux. Par contre, je sais que pour des gens qui ont envie d'écrire des longues histoires, des histoires qui prendront plusieurs heures, plus que 2, voire même 3 heures de film, c'est l'espace de création absolu, et c'est totalement valide et légitime pour autant. Alors je dis pas non pour toujours, mais moi en tout cas actuellement je n'y retournerai pas, je m'y vois pas. Right, from a project standpoint, outside of funding, what do you find to be your biggest difficulties, and how do you address those? What is your experience? You mean like my biggest creative difficulties? No, from like project management, production standpoint. Oh, from a production standpoint? Oh, I mean, every project is different. I mean, I think that, the hardest thing is always the rub between the ambition of the project and your financial limitations. And I think that you know, that's always going to be challenging, because I mean, I always try to imagine like the movies that the filmmakers I love have made in their minds. I mean, they must be just amazing, you know? And because the reality of making a film is always that there's kind of a lot of sacrifice and compromise. But the thing is that the people who do it, I think, really, really well, they incorporate those restraints, you know, into the work, and those restraints sort of define the work and give it form, and so that's the most challenging thing about it. But I also think it's the most exhilarating part of the process, is to figure out, okay, well, if we can't have 10,000 people, then let's try and get, you know, 1,000 people, and we'll use mirrors. And so I think that I think that most of the answers to these kind of production problems were answered for us in the first 15 to 30 years of movie making. And actually, you know, when you look at Fritz Lang, or when you look at I mean, I don't know. There's if you look at a film like well, yeah, and Murnau, and then also I'm thinking about what was D.W. Griffith's movie after the racist one? Intolerance. Yeah, Intolerance, which was also racist. They're all pretty racist. But Intolerance was an undeniably, like, you know, it was a staggering, you know, work of art and feat. And it's so interesting because they were working with, you know, very small budgets, and I think that those are the films to look at and see how they achieved something really, really grand with very, very little. Because now everybody just kind of animates everything in the background, and so it look in 10 years, many movies from this era are going to look really dated and two-dimensional. And so it's kind of like we need to go back to the basics in terms of
actually producing really grand images in a very simple way. But we have to be modern and move forward in terms of narrative. You know, that movies can't just be about a beginning, a middle, and an end. We have to figure out a way to put the middle at the end, or at the beginning. What do I put first? That we have to figure out a way to put the middle at the end, or the middle at the beginning. You got that right. Donc la question portait sur quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées du point de vue de la production et de la gestion d'un projet. Voilà, donc évidemment projet cinématographique. Les réponses, la réponse, c'est qu'évidemment tous les projets sont très différents et que je pense que la principale limite elle est toujours financière et je pense que ce sera systématiquement un challenge quel que soit le projet. Après, ce que moi j'aime bien faire aussi, c'est des fois réfléchir et imaginer quels seraient les films que les gens que j'ai admirés ont réalisés dans leur tête, quels étaient les films que eux avaient en tête avant de rencontrer ces contraintes-là. Et je pense que faire des films, c'est aussi beaucoup faire des sacrifices, parce que c'est avant tout travailler avec la contrainte, et la contrainte ne fonctionne que quand on la sublime et quand on l'intègre dans le processus narratif. Mais je pense aussi que c'est ce qui est le plus excitant et le plus enthousiasmant, ça fait partie du processus, de trouver un moyen, par exemple, de vouloir shooter avec 10 000 de tourner avec 10 000 personnes, mais en fait de finalement ne pouvoir comprendre que 1000 et d'ajouter des miroirs. Je pense que tous les problèmes qu'on rencontre ont déjà été résolus dans les 15 à 30 premières années de cinéma. Des gens comme Fritz Lang ou Griffiths, qui a réalisé Intolérance, qui est un film raciste également, ont tout fait, ont tout trouvé moyen de faire des choses grandioses avec des moyens extrêmement réduits. Et pour moi, ce sont des œuvres stupéfiantes, avec des budgets ridicules. Et je pense qu'il faudrait regarder de ce côté-là pour trouver des réponses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde anime tout et tout le monde rajoute numériquement tout ce qu'il leur faut. Et dans 10 ans, les films d'aujourd'hui auront peut-être l'air datés. Donc à nous de faire des œuvres grandioses en étant modernes et en trouvant le moyen de mettre le milieu à la fin ou le milieu au début. Et je ne sais pas ce que ça veut dire.